Moi, je dis toujours 3 mots qui ne m'appartiennent pas, mais simple, sauvage, pragmatique. Et donc, si ça ne marche pas, on arrête. Ou alors ça disparaît. Donc, je veux dire, si le chamanisme existe aujourd'hui, encore, c'est que ça marche. Voilà, c'est aussi bête que ça. Pas de transe, c'est pas du chamanisme. Bon. Sur nos chemins de conscience, aujourd'hui avec Gorka Etchari. Salut Gorka. Salut Alexandre. Comment vas-tu? Ben, très bien, toi? Ça va. On sort d'un week-end sur les rêves. Oui. Assez intense pour moi, je trouve, mais on va en reparler. Alors ici, nous sommes au Fou du Village, donc à Saint-Estébène, dans le Pays Basque. C'est un lieu, toi, qui te tient à cœur, puisque ça fait quand même maintenant pas mal d'années que tu fais beaucoup de tes événements et tes stages ici. Tu peux nous parler un peu de ce lieu? Oui. Ben, les Fous du Village, c'est un lieu qui est en place depuis une douzaine d'années. L'histoire est belle, c'est une vieille maison de 800 ans qui a été rénovée en chantier participatif pendant 2 ans. Ouais. Et sorti de ces 2 ans, ils voulaient faire chambre d'hôte. Moi, je leur ai proposé de faire des stages. Et ils ont dit, bah, banco. Et donc, j'ai commencé à faire mes stages ici, chez les Fous du Village, au fin fond du Pays Basque. Donc, cette maison, ce lieu, c'est un collectif. On est 8 à vivre sur ce lieu. Et on accueille du coup des stages de yoga, de human design, de chamanisme et puis autres événements. Alors là, ce week-end, c'était plus centré sur les rêves. Oui. C'est quelque chose, toi, qui t'accompagne dans ta vie depuis longtemps. Pourquoi? C'est quoi la place des rêves dans le chamanisme? Bah, la place des rêves dans le chamanisme, elle est primordiale. Certains auteurs disent que même la conception même d'esprit vient des rêves. Et que notre réalité ne sont que des rêves. Donc dans le chamanisme, c'est presque, pour moi, la racine du chamanisme, c'est dans les rêves. Je parle souvent de cette histoire qu'on pourrait assez facilement imaginer, qu'on dit que c'est un des outils du chamanisme, le rêve. Si on imagine une tribu préhistorique, un petit clan, une femme dans le clan qui dort, et le matin, elle a rêvé qu'il y avait du gibier sur la colline, donc elle transmet le rêve. Les hommes vont chercher à manger, donc ils vont tester, ils vont aller sur la colline, et s'ils trouvent à manger, ils vont remercier la femme, et ils vont lui dire « dors, parce que demain on doit encore manger ». Donc on a quelque chose de très pragmatique et primitif, et de la base, quoi. La base du chamanisme est dans les rêves. C'est ce qui fait la nature profonde de notre être, et donc de toutes les pratiques que toi tu fais depuis maintenant combien de temps? Oui, la nature profonde de nos êtres, mais aussi la nature profonde de la création. Il y a plusieurs mythes dont j'ai parlé ce week-end, dans le mythe chez les aborigènes, dans l'hindouisme, on retrouve quand même que le rêve est l'origine de la création, et pas que l'humanité, mais de tout, de l'étoile, de la girafe, de la pâquerette, ça vient du rêve. Les aborigènes en Australie d'ailleurs en ont parlé beaucoup. Ouais, ce que je disais, c'est que les aborigènes disent que tout ce qui existe a été rêvé. C'est beau ça. C'est très beau, c'est très poétique. Et après, quand tu regardes tout ce qui existe dans notre environnement, qui paraît commun, un A380, une girafe, une pâquerette, c'est complètement fou. Si on arrive à le regarder de manière neutre et de savoir que ça a été rêvé pour que ça existe, je trouve ça magique. Et la magie, elle fait partie du chamanisme. Oui. On peut le dire, on en a déjà parlé il y a pas mal d'années, quand j'ai commencé un peu sur ce chemin avec toi. Et c'est quelque chose qui, je pense, est encore assez flou, le chamanisme en France. Ouais. Comment est-ce que tu pourrais définir ça simplement? Oui. Alors, si on prend le mot de magie, par exemple, c'est quoi la magie? Parce que je suis pas Garcimore, c'est pas une baguette magique non plus, c'est pas Harry Potter. Mais et c'est là où le chamanisme est très compréhensible et d'actualité. C'est qu'on vit tous dans une société qui va très vite. On est hyper sollicité par plein de choses, par notre vie quotidienne, notre vie professionnelle, notre vie familiale, enfin, etc. Plus tous les médias qui nous nourrissent énormément, c'est magnifique. Mais du coup, on est en suractivité, comme un ordinateur. Alors la magie, elle est où? Le chamanisme, il est où là-dedans? À quoi il sert? Ben, la magie, ça nous ramène à la nature. Et donc, il y a un premier process, qui est un process de ralentir. On est comme un disque dur d'ordinateur qui va trop vite, qui chauffe. Et donc, il faut ralentir l'ordinateur, donc ralentir nos vies. Et si on arrive à ralentir notre vie dans le cadre de la nature, alors c'est quoi cette magie? Cette magie, c'est l'émerveillement. Et ça, c'est la première étape. Ouais. S'émerveiller de ce qui nous entoure, de la nature, des animaux, de l'environnement. Ouais. C'est quelque chose qu'on peut faire chez soi.
Ah oui, on peut s'émerveiller devant un petit escargot, devant des géraniums sur une terrasse. Enfin, Ça, c'est chamanique. oui, parce qu'il y a cette notion de ralentissement et la nature, elle évolue finalement lentement et elle nous invite à ça. Mais nous, on veut rentrer dans une forêt, au bout de 15 minutes, et c'est bon, j'ai fait mon expérience chamanique. Dans beaucoup de cultures chamaniques, ben, ça prend un jour, 2 jours, 3 jours, ou des fois c'est simplement sans bouger, rien que 4 heures, ça, tout le monde peut le faire. Allez, même dans une ville, même dans les environs de Bordeaux, il y a par exemple, des jolis bois. Ouais. On peut aller au fin fond des Alpes, hein, et on peut se poser là et se poser 4 heures sans rien faire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à lire, il n'y a pas à écrire, il y a pas à parler, et seul. Et voilà, en ralentissant vraiment la machine, là, pouf, on va se retrouver émerveillé par un coucher de soleil, un oiseau, une fleur. Et c'est cette part d'émerveillement que naît le chamanisme. C'est une sorte de fuel. Le chamanisme, c'est cet émerveillement. Pour les personnes qui ne te connaissent pas et qui ne connaissent pas le chamanisme, j'aime bien aussi dans le chemin de conscience rappeler un peu qui est la personne. Ouais. À la base, tu es un graphiste. Oui. Donc, pas du tout dans ce milieu-là, même si le Pays Basque est plus rempli de coutumes et une histoire forte. Mais comment je dirais, le chamanisme est arrivé dans ta vie? Bon, je suis graphiste, je suis toujours graphiste, enfin techniquement, je suis toujours graphiste. De moins en moins. Ouais, de moins en moins. Ça a commencé par les arts martiaux. Moi, ma porte d'entrée, c'est les arts martiaux. J'ai commencé les arts martiaux chinois à 17 ans, et j'ai foncé dans tout le côté traditionnel, c'est-à-dire des études intellectuelles, hein, sur le bouddhisme, sur le taoïsme, sur le confucianisme, la médecine chinoise, les méridiens, enfin toute cette culture, et pas simplement des arts martiaux, faire juste des coups de pied. Moi, ce qui m'intéresse, c'est toute la cuisine chinoise, enfin tout ce qui va avec, quoi. Et là, j'ai commencé à toucher des choses de plus en plus mystiques assez tôt, mais en même temps, ce que je recevais par la culture chinoise ne me nourrissait pas assez. Qu'est-ce que tu appelles mystique? C'est quoi le mysticisme? Non, enfin, le mysticisme, rien que le taoïsme, tu vois, le viking, des choses un peu ésotériques autour de la culture chinoise, quoi. Donc, j'étais attiré par ça, le chi, l'énergie, le qigong, tout ça. Donc, il y avait mais ça me nourrissait pas assez, j'avais plus faim que ça. Et donc, toujours dans la recherche d'arts martiaux, je me suis tourné vers les arts martiaux indonésiens. Et à l'âge de 24 ans, oui, 24-25 ans, je suis parti en Indonésie pour étudier sur place. Et dès mon premier voyage, j'ai pris un électrochoc de mysticisme javanais, que je ne savais pas comment le nommer, parce qu'il parle pas de chamanisme, mais des expériences avec un couteau. Je me souviens que tu m'avais raconté. Ça m'a marqué cette histoire. Je sais pas si tu as envie d'en parler, mais. J'ai un ami javanais qui s'appelle Martin, qui est toujours mon ami, et voilà un petit premier voyage, j'étais là-bas. Il savait que je m'intéressais à tout ça, par les arts martiaux, et puis il me dit, on était chez lui, il me dit, bah, tiens, j'ai un ami, c'est un mystique musulman, si tu veux, il peut venir te faire une démonstration. Alors, moi, je suis curieux, je suis en recherche, j'essaie d'être ouvert d'esprit, et là, on se retrouve, donc, mon pote Martin, ce fameux mystique, et son assistant, sur le toit de la maison. Ok. Une petite maison toute simple, vraiment, et pas de public, pas de musique, pas d'affiche, rien, vraiment, c'était juste entre nous. Privé. Et moi, je fais comme toi, j'ai mon petit pied, ma petite caméra, en tant que bon touriste et avide d'expérience et de vivre des choses un peu hors normes. Et je vois le gars qui se met torse nu, un petit bonhomme tout simple, tout humble, vraiment, on croiserait dans la rue, on s'arrête pas, quoi. C'est vraiment pas du tout, il faisait pas du tout le pas. Il se met torse nu et il avait un truc de papier journal, il sort une machette. Ok. Ah oui, comme ça, quand même. Ouais, une grande machette, ok. Il prend de la canne à sucre et il tranche la canne à sucre. Mais il est à 3 mètres de moi quand je vois faire ça. Et là, je lui dis, bon, ok, c'est bizarre. Et il fait des mouvements bizarres et tout à coup, il retourne la lame et il se met des grands coups de machette dans le ventre. Et moi, je dis, waouh! Il se met là, il s'en met dans l'aine, là. Il s'en met dans le bras ici. Mais il le fait vraiment, quoi. Il tape vraiment, quoi. Il met la lame comme ça et il fait ça. Et juste après avoir coupé la canne à sucre. Il se la met dans la bouche, là, dans la joue, et à chaque fois, ça coupe pas. Alors moi, je dis, waouh, c'est incroyable ce truc. Et au bout de 2 minutes, il se retourne vers moi et il me fait, Mr. Gorka.
Là, tu flippes un peu. Ben moi, je suis bête pour ça parce que quand je suis dans un cadre comme ça, avec quand j'ai confiance totalement. Ok. Et je pense que la confiance prend le dessus sur la peur. Donc je dis ok, ben, je suis là, on y va quoi. Donc il me dit enlève ton t-shirt. Enlève mon t-shirt. Il me met un pied devant l'autre, enfin debout, un pied devant l'autre, les mains dans le dos. Je dis qu'est-ce qui se passe? Et là, on a la même distance qu'entre toi et moi. Ouais. Il reprend sa machette, il reprend la canne à sucre, il coupe la canne à sucre, il fait voler la canne à sucre. Il retourne la lame et il commence à mettre des coups de bûcheron dans l'entre. Et là, je sens les impacts, je sens le fil de la lame et ça coupe pas. Il me met à genoux devant lui, il vient derrière moi, je sens sa main gauche qui fait ça. Il pose sa lame ici et là, il va trancher comme pour trancher des saucissons et ça ne coupe pas. Donc moi, j'étais pétrifié, je vais mourir quoi. Et il se passe rien. Voilà, ça, alors, il y a eu d'autres trucs, mais ça, c'est cet événement-là. Pour moi, à ce moment-là, je me suis retrouvé le bon petit français, comme tu dis, graphiste, enfin une vie tout à fait classique, et je me suis retrouvé à un embranchement. C'est où tu retournes à la maison devant ta télé, tes programmes télé, tes activités françaises, et on n'ouvre pas trop la boîte, ou alors de quoi on parle. Comment ça marche? Comment on fait? Comment on apprend? C'est ça. Comment tu pourrais synthétiser ça en gros aujourd'hui avec des mots simples? Le chamanisme. Parce que finalement, ce que j'ai vu là-bas, c'est que il y avait ils honorent les ancêtres, les trans d'animaux, les transferts d'animaux, les offrandes. Enfin, c'est quoi une transe concrètement? Une transe, c'est quand les fréquences du cerveau descendent entre 4 et 7 Hz. Donc c'est mécanique, c'est pas une croyance, c'est pas religieux, c'est juste les fréquences du cerveau. Et donc les êtres humains partout sur Terre ont trouvé des outils pour descendre. Et le rêve, on en parlait, le rêve, donc quand tu es dans ton sommeil, tu es dans une fréquence qu'on appelle delta, en fait, tu dors, et la fréquence θ, c'est juste avant. Donc c'est juste avant le sommeil. Et donc, c'est ça la transe, c'est ça qu'on va chercher, que tous les chamans cherchent. Donc c'est d'arriver dans cet état-là. Alors s'il n'y a pas de transe, c'est pas du chamanisme. Ça, c'est vraiment le lien qui est indispensable. Ouais. C'est la porte d'entrée. S'il n'y a pas de transe, c'est pas du chamanisme. Bon, c'est un peu un postulat. Oui, parce que la transe, on peut appeler ça un état de conscience modifié. Oui, tout à fait. Donc il y a ce terreau, on va dire, à Java, voilà, animiste. Après, ben, il y a la proximité de l'Inde qui fait que ben, ils ont eu l'influence indienne par le commerce, les échanges, enfin les alliances et tout ça. Donc ben oui, il y a du Shiva, il y a du Durga, et Vishnu et tout ça. Après, il y a eu les influences bouddhistes. Il faut savoir qu'au Xe siècle, le continent indien ne voulait pas de royaume bouddhiste. Et donc le bouddhisme était un peu chassé. Alors, le plus grand centre d'enseignement bouddhiste en Asie du Sud-Est au Xe siècle, c'était au sud de Sumatra, en Indonésie. Et donc juste à côté de Java. Donc il y a eu cette influence-là. Après, ben, il y a eu l'islam. Après, il y a eu les colonisations de 400 ans par les Hollandais, donc protestants. Et ce qu'il y a de génial aujourd'hui dans la plupart des familles indonésiennes, c'est que les gens individuellement naviguent là-dedans. Entre toutes ces religions, en fait. Voilà. Donc moi, j'ai mon ami Martin dont je vous parlais. Ben lui, merci aux Hollandais, il est protestant de naissance. Ouais. À l'âge adulte, il s'est intéressé à la mystique musulmane, donc il a vu le Masgousfoul dont je parlais. Il a étudié certains aspects du mysticisme musulman. Et quand il passe devant Ganesh, ben, il prie Ganesh. Et les soirs, il va sur le toit de la maison pour invoquer les esprits de quartier. Voilà. Et alors, tu peux avoir ça, ou alors avec des influences bouddhistes, ou plus. Et ça, c'est génial. Il y a un de mes 3 maîtres, je peux en parler, parce que c'est une caricature de ça. Pasugen, qui s'appelle. Alors lui, d'une famille traditionnelle javanaise, issue de la cour de Javanaise, donc des cours anciennes. Donc sa mère détenait des enseignements spécifiques de la cour. Et quand il avait 10 ans, elle a repéré qu'il était différent. Donc elle a commencé à lui faire suivre des ascèses dures pour un enfant de 10 ans. Genre isolé dans une pièce pendant 24 heures sans manger dans le noir. Ah oui, d'accord. À 10 ans. Donc, voilà, par exemple. Donc, mais lui, ça l'a jamais choqué, il n'a jamais été traumatisé. Pour lui, c'était normal. Donc il a avancé comme ça. À l'âge adulte, il s'est dit, mais tiens, il a fait le séminaire. Je vais devenir curé. Donc il est parti, il a fait curé. Ok. Quand il est arrivé, il a été ordonné prêtre, tout ça. Ça lui a pas plu, il est parti. Sinon, bouddhiste. Donc il est parti bouddhiste. Mais donc c'est un gars qui ne s'est pas du tout intéressé ni aux femmes, ni à construire une famille, avoir des enfants, non. Il est spirituel. Voilà, spirituel. Donc bouddhiste. Et il devient moine, il se rase la tête, la toge, il se retire du monde. Moine.
au bout d'un certain nombre d'années, son maître bouddhiste vient le voir et lui dit non, non, toi, il faut que tu ailles étudier l'hindouisme. Donc, il se casse. Troisième religion. Voilà, il va à Bali et il étudie l'hindouisme. Et au bout d'un moment, au bout d'un certain nombre d'années, ben, il est sur une tombe, il fait une méditation, et là, il a un message de ses ancêtres qui lui disent, tu reviens, il faut que tu reviennes à Java. Pour transmettre. Voilà, transmettre ton patrimoine, enfin, ton héritage javanais. Et ce qui est très dingue, c'est ce qu'il a fait. Et les ancêtres lui ont dit une deuxième chose, il faut que ta lignée se continue. Donc, lui qui était parti pour être un ermite dans les temples, ben, il s'est trouvé une femme, il s'est marié, il a 2 enfants, il s'occupe de ses enfants, et il le dit très clairement, il dit, dès que mes enfants sont autonomes, 18-20 ans, je disparais. Donc ce gars-là, il peut parler de christianisme, il peut parler d'hindouisme, de bouddhisme, de la Vierge Marie, c'est génial. Ça, c'est quelque chose qu'on a du mal, nous, à comprendre en France. Toi, comment tu vis justement tout ça? Parce que tu es la majorité du temps en France, oui. Tu pratiques le chamanisme, oui. Parce que je sais que tu n'aimes pas trop te considérer comme chaman. J'aime pas m'autoproclamer, oui. Non. Donc après que certaines personnes autour de moi disent Gorka est un chaman, ça leur appartient, moi je suis Gorka. Et tu pratiques le chamanisme. Oui. Et par rapport à tout ça, justement, comment tu arrives à trouver cette harmonie, cet équilibre dans la société d'aujourd'hui où il y a de moins en moins de cultes, en France, on a perdu ça, même si au Pays Basque, je sais que c'est quand même encore très présent, mais dans le reste du pays, ça ne l'est pas trop. Comment tu arrives à trouver cet équilibre? Le premier équilibre, c'est ce que je disais déjà par le ralentissement, l'émerveillement, la nature. C'est vraiment dans le chamanisme, il y a une addiction forte. Souvent, quand on parle de chamanisme, il y a des gens qui connaissent pas le chamanisme. Comme tu dis, c'est assez mal connu. Et souvent, il y a ce premier truc, chamanisme égale substance, égale ayahuasca, égale... Ouais, c'est le raccourci. Je dis pas que c'est vrai ou pas bien, enfin, on s'en fout. Je dis qu'il n'y a pas que ça, quoi. Et pour moi, la vraie addiction dans le chamanisme, c'est pas des substances qui d'ailleurs sont pas addictives, mais la vraie addiction, c'est la nature. C'est une cascade, c'est un cours d'eau, c'est un caillou, c'est un arbre, des choses toutes simples. Et quand on commence à mettre le pied dedans, bah, c'est addictif, c'est qu'on en a vraiment viscéralement besoin, même si on vit en ville. Donc pour moi, là, déjà, ce ralentissement, cet émerveillement est un point très important. Et après, ce que je trouve magnifique avec le lien, comme tu dis, comment intégrer ce lien de l'Asie du Sud-Est, c'est que dans l'Himalaya et en Indonésie, pas partout, il faut trouver les sources. Mais en cherchant bien, et je suis vraiment plein de gratitude d'avoir trouvé des sources, on a accès à des enseignements qui n'ont pas été coupés par des régimes politiques ou des régimes religieux, quels qu'ils soient. Et donc, ils ont traversé des centaines, des siècles et des siècles avec des clés. Et ces clés, elles n'appartiennent pas à l'Himalaya ou elles n'appartiennent pas aux Javanais. Ces clés-là sont universelles. Donc, quand on reçoit les bonnes initiations, quand on reçoit les bonnes clés pour activer quelque chose, disons, à Java, ben, c'est ce que me disent mes maîtres. Ils disent, maintenant, quand tu viens ici, quand tu es chez toi, cherche les endroits similaires. Une montagne, une rivière, une cascade, qui a la même vibration qu'une cascade à Java. Ou Caqueta. Caqueta est un lieu qui, pour moi, est hautement chamanique. Et du coup, avec ces clés qui marchent à Java, on est active ici. Donc, c'est pas séparé. Il n'y a pas de... D'accord. Ok. C'est universel. Ouais. Et c'est pour ça que ces clés, elles sont universelles. Et c'est vrai que ça demande un effort. Je vois dans mon enseignement que beaucoup de personnes... Bon, moi, je suis Gorkachari, je suis basque, je l'assume et j'en suis très content. Mais bon, on a aussi cette réputation d'être un peu tête de mule. Un peu. Mais chouïa. Mais c'est vrai de pouvoir admettre qu'on a une mythologie au Pays Basque. On a perdu beaucoup de clés, ces fameuses clés. Et ces clés, peut-être qu'en faisant un mantra, ça va faire bondir certains puristes, mais peut-être que si j'active une clé avec un mantra en sanskrit, qui marche dans l'Himalaya ou dans les montagnes de Java, ben ça va activer la même énergie ici, parce qu'elle est universelle, cette énergie. Alors c'est ça justement, parce qu'on en a parlé ce matin des mantras. Tu disais quelque chose d'intéressant, parce que c'est un mot qui est vraiment galvaudé aujourd'hui. Si moi je dis tous les matins, je me répète, tu disais je suis fort, je suis beau, et c'est pas un mantra, c'est une phrase, on va dire, une affirmation positive. Ouais. Mais le mot mantra, il a vraiment une signification, il a vraiment un sens beaucoup plus profond, en tout cas des origines très précises. Oui, je trouve ça très très beau, oui. Donc le mantra, alors c'est des mythes, hein. C'est souvent ce que je raconte qu'avec tout ce qui est culture qui viennent d'Asie du Sud-Est, entre l'histoire et le mythe et la légende, des fois ça se mélange un peu. Mais là, on s'en fout. Il en ressort une essence, il en ressort un savoir.
qui peut faire réfléchir en tout cas. Donc pour le mantra, il est dit que à une époque où l'être humain ne peuplait pas encore la Terre, il y a fort longtemps, dans un royaume fort lointain, les montagnes créaient des sons, les rivières créaient des sons, les esprits du centre de la Terre créaient des sons, les ancêtres créaient des sons, et on dit qu'il y a eu des rishis, donc des saints, qui ont entendu ces sons, et qui les ont répertoriés. Donc c'est des sons. Des vibrations, en fait. Des vibrations, totalement. Des vibrations, des sons. Et c'est avec ces sons qu'ils ont créé les premiers mantras. Et ces mantras, c'est pour ça que je dis que c'est des trucs qui datent des millénaires même. Et ces mantras ont traversé les millénaires, et donc sont actifs. Et donc les esprits du centre de la Terre, que tu sois, je veux dire, à Bayonne, à Katmandou, à Lima ou à Jakarta, ils sont toujours au centre de la Terre. Hein. Donc ça marche pareil. Hein. Et je trouve ça magnifique de voir que ce sont des vibrations qui ont été perçues il y a des milliers d'années et qui sont transmises, oui, jusqu'à aujourd'hui. Et comme je disais, comme tu le disais, comme tu le rappelais, quand on a une phrase affirmative, c'est très bien, la méthode Coué, moi c'est super, enfin, avoir des phrases affirmatives qui nous permettent de nous booster, ou d'aller de l'avant, ou de pas chuter, c'est très très bien. Mais les mantras, et au-delà de ce que je dis ce matin, même, c'est un organisme vivant. C'est assez troublant quand tu prends certains mantras et que tu les répètes pas 7 ou 8 fois, mais des milliers de fois, et tu sens qu'ils bougent dans la bouche, que les syllabes se déplacent. C'est vraiment bizarre. C'est un truc vivant, le mantra. Pour avoir testé avec toi pas mal de fois, c'est comme si cette vibration englobait tout ton corps, oui. Les organes, tout, comme si tu fusionnais un peu avec cette vibration. Mais on peut aussi traduire ce mantra en français. On peut. Est-ce que tu penses que ça a le même impact ou ça perd un peu de sa puissance? Ah, ça perd sa puissance. Okay. Ouais, parce qu'il y a la vibration, cette vibration dont je parle, là, des montagnes, etc. Si tu la traduis en espagnol, en français, en grec ou même en basque, tu perds la vibration. Il y a des langues qui sont plus vibratoires que d'autres au monde. Ça veut dire qu'il pourrait y avoir des mantras pour chaque langue, pour chaque pays, non. Des mantras propres au territoire, à la région? Je pense pas. Je pense que les mantras, ils sont là-bas et ils sont universels. Et si tu le traduis en français ou dans une autre langue, tu vas perdre la vibration. Ça va vibrer autrement. Ouais. Ça peut être une phrase affirmative, ça peut être une affirmation, etc. Ça peut être très bien, mais tu vas perdre la vibration. Dans ta vie quotidienne, globalement, qu'est-ce que ça t'apporte ces pratiques chamaniques, notamment dans les épreuves de vie? Ouais. Tu en as connu certaines, plusieurs, notamment la perte de ton père récemment. Mes condoléances. Merci. Qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien? Ça permet de voir, on va dire, à mon petit niveau, en tout cas ma vie, avec des lunettes de couleurs différentes. Pas forcément rose, mais ça permet de voir les choses différemment. Et pour le décès de mon père, donc pour la mort, on va dire, pour élargir un peu le sujet, il y a tout un travail sur la mort dans le chamanisme qui n'enlève pas l'événement, mais qui fait voir, qui fait travailler la mort. La mort, c'est comme une matière. Je vais étudier l'histoire géo ou le latin. Voilà. La mort, c'est vraiment un sujet. Et comme je travaille sur ce sujet depuis longtemps, ça ne veut pas dire que je suis un spécialiste, mais en tout cas, je la côtoie. Et c'est intéressant dans notre société moderne, si on prend la mort, c'est que c'est un sujet de plus en plus qu'on ne veut pas regarder. Donc, on va mettre les vieux dans des EHPAD pour pas les voir. Quand ils vont mourir, on les met dans des boîtes. Enfin, on va voir. On se coupe. Bon, c'est parce que ça nous renvoie à quelque chose qui nous fait peur, en fait. Ça fait peur. C'est que ça. Et dans le chamanisme, on a des pratiques tout à fait sécurisées, hein, pas faire paniquer, mais sans produit, je peux quand même le rappeler, parce que c'est important aujourd'hui de dire que t'as jamais fait un seul. Moi, en tout cas, j'ai jamais participé à un seul de tes stages avec un produit. C'est pas du tout quelque chose que tu utilises, les substances comme les champignons, l'ayahuasca. Non, c'est pas du tout. Mais faisons une parenthèse sur ça, parce que c'est vrai, t'as raison d'insister là-dessus. C'est une mode aujourd'hui. Ouais, c'est une mode et c'est un raccourci, c'est-à-dire chamanisme égale substance. Mais regardons, moi je dis toujours 3 mots qui ne m'appartiennent pas, mais simple, sauvage, pragmatique. Simple, sauvage, pragmatique. Alors, si on regarde les choses de manière super pragmatique, prenons un Indien au fin fond de la jungle amazonienne. Il va chercher à être dans cet état cette fréquence vibratoire du cerveau, dans cette transe. Il a besoin d'un outil pour être dans cette transe. Il va faire avec ce qu'il a autour de lui. Il est au fin fond de l'Amazonie, il a des milliards de plantes, il fait avec les plantes. Mais il pourrait chanter. Il chante aussi. Ils font aussi des chants, ils font aussi des tambours, tu vois. Mais il y a la plante. Okay. Il faut avec la plante. Okay.
Mais par exemple, moi, je pense, les Inuits, par exemple, mais ils ont beaucoup moins de plantes. Oui. Tu vois? Donc s'ils sont pragmatiques, ils ont intérêt à trouver un autre outil. Alors eux, ils vont faire plutôt le tambour, plutôt le chant. Donc ce que je veux par là, c'est que le coup de la substance, il n'y a pas des substances partout, mais il y a du chamanisme partout. Mais à chaque fois, les chamans vont se dire, ok, qu'est-ce que j'ai autour de moi? Un tambour, le chant, la danse, le rêve, les ascèses, pour pouvoir passer dans cet état de transe. Et des fois, il n'y a pas la plante. Et c'est très bien, et ça marche très bien aussi. C'est juste un outil, la plante. Ouais, ok. Pas d'obligation. C'est important de préciser. Merci. Donc oui, sur la mort... T'as toujours dit, je me permets d'intervenir parce que dis-moi. je me souviens d'une fois où tu m'as dit c'est important de se préparer Oui. à la mort de nos proches. Oui. Pour pas en gros que ça nous tombe dessus. Moi, je dirais que c'est même important de se préparer à sa propre mort. Okay. Parce que je suis désolé de t'annoncer cette mauvaise nouvelle, mais tu vas mourir. Non. Et moi aussi. Donc c'est comme si on fait ça de manière très imagée, mais prenons quelqu'un qui s'est dit, ok, dans 2 ans, je vais faire le marathon de New York. Ok, donc il s'est inscrit, il va faire le marathon de New York, il a son billet d'avion, il va à New York. Ok. Et surtout, dès qu'il voit ses chaussures de course, il dit, oh putain, non, je peux pas les voir. D'accord? Et puis il prend le billet d'avion, il arrive au moment du marathon. Et ça va être difficile, hein? Ouais. Ok? Donc c'est-à-dire, le coup de la mort, c'est pareil, c'est qu'on va tous mourir, mais on s'entraîne pas. Comment on peut s'entraîner à mourir? Ben oui, il y a des pratiques pour ça en chamanisme. Okay. En toute sécurité, hein. Mais oui, on s'entraîne à sa propre mort. Et du coup, s'entraînant à notre propre mort, ben, quand nos proches partent, ben, ok, bon, ça fait relativiser un peu l'histoire. Et donc c'est moins... C'est ce qui s'est passé pour toi? Oui. Tu l'as vécu comme ça? Totalement. Ouais. Moi, quand mon père est parti, ça me disait, comme on a tous cette pensée, mais je me dis, comment je vais réagir? Je savais pas. Je peux pas prévoir. Ça va être, je vais m'effondrer, je vais être dépressif ou je n'aurai rien à faire. Je savais pas du tout. Et du coup, quand il est parti, ben, j'étais un petit peu, chaque pas, je dis, ok, comment ça se passe autour? Comment ça se passe à l'intérieur? Et donc, j'avançais, en étant à l'écoute. Plus à l'écoute que d'habitude. Oui, pour voir comment ça se passait dedans. Et en même temps, étant très présent avec lui, et ça a été pour moi un moment plein de larmes et plein de rire. Et surtout plein de gratitude. Toutes les pratiques, en fait, que tu as faites depuis, on va dire, 20-25 ans, t'apportent à ce moment-là la possibilité de mettre de côté un peu les pratiques, mais pour pratiquer réellement en toi, observer, ralentir. C'est-à-dire que c'est comme si tout ce que tu avais mis en place avant te préparait à traverser cette épreuve plus facilement, plus en douceur. Oui, totalement. Ouais, c'est totalement ça. Totalement ça. Et en faisant tout ce qu'il y a à faire, hein, s'il y a des choses à faire, et en restant connecté avec lui aujourd'hui, plus chamaniquement. Et c'est encore en process. Je vois bien dans mon travail chamanique, il y a encore un travail qui est en cours. Et c'est ok. Tout ça est ok. Ouais. Et comment tes maîtres à Java, ils perçoivent ça? Est-ce que quand tu leur parles, parce que je sais que tu leur parles, quand tu leur parles du décès de ton père et de ce que tu traverses, pour eux, ils doivent voir ça quoi, comme une épreuve, un test comment ils... Je sais pas s'ils sont au courant, là, comme c'était en septembre, je sais pas s'ils sont au courant du décès de mon père. Mais moi, je pense que ce sont des initiations, je pense qu'ils me diraient ça. Mais je leur ai pas posé la question, pour être honnête. Okay. Mais c'est une initiation. Pas que pour moi, hein. Oui, pour tout le monde. Après, ou tu vas vivre une initiation, ou tu la fuis. Les initiations, c'est jamais facile. Jamais confortable. Jamais confortable. Sinon, c'est pas une initiation. Et globalement, aujourd'hui, tu te situes comment dans ton avancée chamanique? Est-ce qu'il y a des étapes? Comment tu le vis intérieurement et par rapport à certaines choses que tu as pu vivre récemment, peut-être avec un de tes maîtres? Ah oui. Étape... je crois que j'avance sur une voie, même si elle n'est pas définie. Je sais pas finalement où je vais. J'essaie de faire de mon mieux, je fais beaucoup d'erreurs et j'essaie d'en faire de moins en moins ou que ça soit en tout cas que mes erreurs soient de plus en plus enseignantes. Enfin, de voir comme des enseignements et pas comme des moyens de m'accabler. Et d'avancer sur cette voie et d'essayer d'être au service. Finalement, je pense qu'il y avait un truc qui resterait central dans mon travail chamanique. C'est d'être super prêt à être au service d'un groupe, au service d'un individu, au service
de ce qui est nécessaire de faire avec ces outils-là. Il y a d'autres compétences, il y a des charpentiers, c'est magnifique, ils ont compétence d'être charpentier et de mettre leur talent de charpentier au service de la communauté. Moi, je suis pas charpentier. Mais par contre, ces compétences que je développe depuis longtemps, oui, sont au service d'eux. Et sur nos chemins de conscience, j'aime bien aussi que les personnes qui ont une expérience et un dévouement, en tout cas pour une pratique, donnent des conseils aux gens qui sont pas dans ces pratiques-là, mais qui peuvent appliquer au travail, en voiture. Ce serait quoi un peu? Donc, tu as parlé du fait de s'émerveiller, de ralentir, d'observer. Ça, il y a un exercice qu'on peut pratiquer. Moi, si j'avais regardé là, c'est ce que je disais tout à l'heure, franchement, et c'est pas une blague, ça paraît tellement simple, donc simple, sauvage, pragmatique. Bon, simple, parce que c'est simple, sauvage, c'est la nature, et pragmatique. Le pragmatique, il est intéressant dans le chamanisme, c'est aussi, il y a quelques années, j'ai fait quelques conférences, plusieurs conférences dans des cercles de physique quantique et choses comme ça. Et je me rappelle, j'avais quelqu'un un jour dans l'assistance qui m'avait questionné, qui me dit, qu'est-ce que vous vous embêtez avec un truc qui a des milliers d'années alors qu'on parle de physique quantique aujourd'hui? Et j'ai dit simplement le pragmatisme. C'est que dans une société traditionnelle, ils n'ont pas le temps à perdre avec un truc qui marche pas. Parce que il faut pêcher, il faut chasser, il faut bouger les animaux, enfin il y a des choses à faire. Et donc si ça marche pas, on arrête. Ou alors ça disparaît. Donc si le chamanisme existe aujourd'hui, encore, c'est que ça marche. Ouais, c'est aussi bête que ça. Donc le simple et le sauvage, simple, comme je dis, posez-vous n'importe qui, n'importe où, trouvez un petit espace de nature, au bord de la mer, dans une forêt, au pied d'un arbre, dans un parc, et juste se poser. Mais franchement, c'est une merveilleuse pratique à faire. Sans rien faire, sans rien dire, sans écrire, observer, sans lire. Ouais, juste être là, présent. Être présent. Présent. Dans l'ici et le maintenant. Ici, maintenant. La respiration et présence. Point. Et ça, pour moi, c'est le meilleur des conseils. Surtout au Pays Basque où il y a énormément de nature. Oui. C'est quelque chose. Est-ce que tu t'es fait la remarque, je dirais, de le fait d'être basque et d'être né dans cette culture-là, t'as apporté quelque chose en plus par rapport au chamanisme, à ce parcours-là en tout cas? Non, pas forcément, parce que je pense que sur ce sujet du chamanisme, la société basque n'est pas forcément super ouverte au chamanisme. Elle est ouverte. Alors, finalement, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes de l'extérieur qui viennent ici au Pays Basque en vacances ou en tourisme et qui disent waouh, il y a des lieux de force, il y a des cromlechs, il y a des forêts, il y a des arbres, des cascades. Et donc, en parlant avec toi, j'ai un peu l'impression que c'est des gens qui sont à l'extérieur qui mettent en avant cette force qui est ici au Pays Basque. Mais nous ici au Pays Basque, on est attachés à notre territoire, mais pas forcément sur la dimension spirituelle du territoire. Okay. Et cette dimension spirituelle du territoire, je trouve qu'elle vient un peu de l'extérieur. Donc moi personnellement, je suis ici, je suis sur ce territoire, et comme je dis, ces clés qui viennent de l'autre bout du monde m'ont permis de redécouvrir des sites avec ces outils pour pouvoir me connecter ici. Donc je redécouvre le Pays Basque comme sous un calque. Il y a le calque du jeu des villages, il y a le calque d'un carnaval. J'en parlais il y a quelques années, c'était un très beau carnaval avec un ami basque espagnol qui connaissait le lieu, qui était déjà allé sur ce carnaval et tout. On y va ensemble. Et lui, il y allait un petit peu parce que j'avais demandé d'y aller avec moi. Et je commence à voir ce qui se passe. Et moi, j'étais entre potes, donc moi je lui raconte ce que je vois. Je lui raconte, ah mais tiens, la plume de poulet, les cloches, les peaux de bête. Et je commence du coup à lui raconter tout ce que je voyais, qui était hyper chamanique. Alors lui, il a les yeux comme ça, les yeux qui brillaient. Il a passé une journée délicieuse. Parce que tout est là. Donc ce qu'il y a au Pays Basque, ce que je trouve très, très beau, c'est que voilà, le côté têtu dont on rigolait tout à l'heure, ça permet à des traditions basques, ça peut être des chants, ça peut être des danses, ça peut être des carnavals, des objets, des lieux. Alors on est super fort pour dire ça bouge pas, ça ne bougera pas, d'accord. Mais le truc c'est qu'ici beaucoup au Pays Basque, on a perdu le pourquoi. Alors il y a des gars, ils vont dire voilà, il faut mettre des plumes de poulet, mais on peut savoir pourquoi c'est des plumes de poulet et pas des plumes de canard. Mais ce sera des plumes de coq par exemple. Alors, ça c'est important. Et donc ils vont répéter ça génération en génération, mais ils ont perdu le pourquoi. Et ça c'est le fondement finalement, c'est la base, c'est super important. Oui, mais les deux sont importants, parce que si tu as un fondement et que tu tiens pas la tradition à travers les générations, ça se perd.
Donc nous, on a gardé la tradition par le folklore, mais au sens noble, folklore au sens noble, mais on a perdu le pourquoi à force. Et c'est là où je reviens toujours avec ma même histoire, c'est que l'autre bout du monde, il y a des gars, ils font la même chose. Et on se dit, ah ben tiens, mais et si c'était la même chose? Et là, du coup, tu redécouvres des choses qui sont purement folkloriques ici, avec des visions chamaniques, et du coup, un sens, à quoi ça sert? Parce que c'est pas juste mental, on s'en sert, on le met en application, et qu'est-ce que ça fait? Voilà. Et là, c'est super excitant. Mais on peut faire pareil, moi j'ai des amis en Suisse, j'en parlais un peu de cette mécanique, et j'ai un ami en particulier, là, quand on avait échangé là-dessus, il est reparti en Suisse, il a acheté des bouquins de contes et légendes, il est allé dans les villages, voilà. Reconnectons-nous à nos territoires. Je suis assez proche d'un chaman que je suis depuis une dizaine d'années, qui s'appelle Bola Bansola, qui est un chaman népalais, un gars formidable. Et la première fois que je l'ai vu, j'étais pas tout seul, on était un petit groupe, et il avait dit, bon, que des gens viennent au Népal pour étudier le chamanisme népalais, c'est très bien. Mais après, si un Allemand, un Français, ou un Basque, ou un Péruvien rentre chez lui et joue au chaman népalais, c'est ridicule. Okay. Et ça, on le voit beaucoup, ça. Oui. Dans le festival, notamment. Bien sûr. Par contre, avoir la possibilité de trouver ces rituels, trouver ces clés, je reviens sur le terme de clés, peut-être au Népal, après revenir ici, et le message de ce Bola Bansola, cet ami, il dit quand vous revenez chez vous, allez voir le nom de vos rivières, la toponymie des montagnes, comment s'appellent les montagnes, les héros de votre territoire, comment s'appelle l'église, c'est qui le Saint Matthieu ou Saint Jean, voilà. Et ça, vous allez le faire vivre. Et là, ça devient génial. Quel que soit le territoire, c'est pas forcément que au Pays-Bas. Oui, bien sûr. Ouais. Et là, c'est super, ça donne un champ de pratique merveilleux. Donc, les contes et légendes, les territoires, les noms des noms des rivières, les noms des montagnes, les noms des maisons. Voilà, et se connecter à ce qu'on a ici, nos héros. Se refamiliariser avec l'histoire, en fait. Et on reconnecte et aux légendes. aux esprits d'ici. Comment tu définirais un esprit, d'ailleurs? C'est quoi un esprit? Une façon de faire une définition un peu dico, pour moi, c'est la part invisible. Ouais, c'est le monde invisible, on peut dire. Alors, on pourrait aussi dire la part invisible de ce qu'on voit, des fois, certains types d'esprits. Mais, ouais, il y a une belle image aussi de dire que dans une pièce comme celle-là, on peut imaginer, c'est vraiment purement imaginer, qu'il y a 10 000 esprits. Donc, il y a des forces invisibles. Et il y a nous. Et la vie est bien faite, c'est que eux, ils évoluent dans leur monde sans nous voir, et nous, on évolue dans notre monde sans les voir. Comme ça, on peut avoir une discussion, on peut être cohérent, manger, boire, discuter, avoir des activités, etc. Dans le chamanisme, ce sont des outils pour pouvoir allumer la lumière, rentrer en contact avec tous ces esprits, et de manière sécurisée. Donc c'est ça. Mais ils sont là. Tout est toujours là. Enfin, il n'y a pas de vide. Il n'y a pas de vide. Non, ça, je saisis pas, là. Il n'y a pas de vide. Entre toi et moi, on va dire là, par définition, que c'est vide. Ouais. Mais non, c'est pas vide. Quand tu prends, imagine qu'on est 2 poissons rouges tous les deux. Ouais. On discute dans on aurait oublié la discussion au bout de 3 secondes. Mais allons-y qu'on s'en souvient. Ouais, c'est 2 secondes. Ok. Donc on est 2 poissons rouges dans un bocal. Et entre nous deux, il y a quoi? Mais il y a du vide. Ouais. Ok. Par contre, si tu vois ça en tant qu'humain, tu dis, ben non, il y a de l'eau. Ok. D'accord? Ouais. Et là, il y a des physiciens qui ont prouvé que ce que nous, on appelle le vide, là, entre toi et moi, maintenant, à l'instant, là, c'est pas vide. C'est plein. Donc, il y a plein de choses, là. Et c'est je dirais, la pratique des énergies du chamanisme permet quelque part de densifier ou de se familiariser avec ce vide. Oui, alors, pour moi, ce vide, c'est le monde des esprits. Donc, après, oui, la pratique du chamanisme nous permet... Les arts martiaux aussi. Au niveau des esprits, oui, après, dans les versions traditionnelles, comme on a donné ici, oui. Mais donc, le chamanisme nous permet, et c'est là où moi je suis un peu exigeant, je dirais, c'est que c'est pas un monde de bisounours. Et donc, c'est comme si maintenant j'allais dire, ok, je vais faire une montagne, je vais faire un 4000 mètres d'altitude, j'y vais pas... Sans entraînement et sans matériel. Et quelqu'un qui connaît le chemin. Si toi, tu as déjà fait une montagne de 5000 mètres que tu connais bien dans ton territoire plusieurs fois, je dis, ouais, je t'appelle, je dis, Alexandre, j'aimerais bien les 5000 mètres, on y va ensemble, je risque moins de me faire mal. Et dans le chamanisme, c'est pareil. C'est qu'il faut être accompagné de quelqu'un, pas forcément un maître ou un grand gourou, j'en sais rien, juste quelqu'un qui est
qui a déjà fait le chemin et qui peut éviter qu'on se blesse. C'est pas un monde de bisounours, donc il faut être accompagné. D'ailleurs, tu as renommé ton site, Oui. qui s'appelle Folle Sagesse. Oui. Pourquoi folle? Ouais. Enfin, sagesse, bon, on se doute, mais... Bah, dans beaucoup de cultures... C'est la part de la folie. Ouais, il y a de la sagesse dans la folie. Alors, dans la folie... Maîtriser. Ouais, enfin, dans le côté qui va à rebrousse-poil. Les chamans, ils font souvent les trucs à l'envers, quoi. Ils font souvent les choses à l'envers. Dans beaucoup de communautés, les chamans sont dans le village, sont à côté du village. Ils sont un peu bizarres, quoi, les mecs. Mais on a besoin de cette... on appelle certains anthropologues, il y a quelques années, parlaient des maîtres du désordre. Okay. J'aime bien cette image-là. Parce qu'on peut imaginer que dans la vie, il y a une sorte d'équilibre. Et puis après, à un moment donné, il arrive une tuile. Il y a un truc qui coince. Donc il y a un petit désordre. Et ce petit désordre, il se répète. Et ça crée des problèmes dans la vie. Alors on va... Un spécialiste, moi, maître du désordre, ça fait très... je préfère dire un artisan du désordre. On va voir l'artisan du désordre, qui lui connaît ce désordre. Il l'explore depuis des années. Et donc ce petit désordre, il va le mettre dans un désordre encore beaucoup plus grand. Parce que derrière, pouf, tu vas retrouver ton équilibre. Donc les chamans sont, pour ça, un peu fous. Il y a une belle histoire de l'Himalaya, que je trouve très jolie, que je tiens de Bola d'ailleurs, qui raconte, il y a le mont Kailash. Le mont Kailash, dans l'Himalaya, ils disent c'est la montagne la plus sacrée au monde. C'est encore plus fier que les autres. Mais donc, on va dire que c'est une montagne très sacrée en Asie, domicile de Shiva, domicile des Bouddhas, la montagne la plus sacrée pour les chamans. Donc pour les bouddhistes, les hindouistes, les jains et les chamans, c'est la montagne la plus sacrée. L'histoire raconte, c'est un peu une petite légende, hein, que les religieux font le tour du Kailash, ça s'appelle la Kora, dans le sens des aiguilles d'une montre. Ok. Et dans leur pèlerinage, qui dure plusieurs jours, ils tombent face à face avec des chamans qui font l'inverse, à l'envers. Et du coup, les religieux disent, mais pourquoi vous tournez dans le mauvais sens? Et les chamans, ils disent, pourquoi vous tournez dans ce sens-là? Donc les religieux disent, ben nous, c'est le chemin qu'ont emprunté les dieux, donc on marche comme eux pour les rencontrer. Donc les chamans disent, mais si vous marchez dans le même sens qu'eux, vous êtes ou avant eux, ou derrière eux, vous n'allez jamais les rencontrer. Nous, on veut les voir, donc on fait les choses à l'envers. On veut être face à face. Donc le chamanisme est une voie qui est très directe pour rencontrer les choses. On y va tout de suite, on y va vraiment. Ouais, c'est ta phrase, hein, on expérimente, on parle après. Oui. Mais c'est javanais dans la pédagogie, mais je trouve dans jamais c'est ça qu'il faut faire. Et à Java, ça arrive tellement de fois, même d'être avec plusieurs personnes sur le même lieu, avec le même maître, la même ouverture de cérémonie, et avoir peut-être, sur 3 personnes, ou même on serait tous les deux. Toi, tu vas avoir ton expérience, et moi la mienne, qui va être différente. Et quand on va donner ces 2 expériences différentes au maître qui est là, il va assez rapidement te dire, voilà, toi, ta voix, c'est par là, et toi, Gorka, ta voix, c'est par là. Et c'est l'expérience qui fait que tu ouvres ta propre voix. Ouais. Et c'est pas quelqu'un d'extérieur. Enfin, lui, il est là en tant qu'aiguilleur, en entendant tes mots, il va dire que lui, c'est par là qu'il doit aller. Tu vois? C'est ça génial. Et c'est ce qui fait que chaque expérience est unique et va nous rapprocher un peu plus de notre chemin de vie. Oui. Et c'est là où on revient sur ce que je trouve très beau dans le chamanisme, c'est le côté, l'autonomie. Pourquoi le chamanisme a pris cher pendant c'est pas mal d'années? C'est toujours pour le même problème, c'est que quand tu pratiques le chamanisme, tu retrouves cette autonomie, cette individualité. Enfin, tu vois, tu as besoin finalement que de certains outils pour entrer dans un état de transe et rentrer en contact avec des alliés, enfin des esprits personnels, et c'est avec eux que tu vas œuvrer. C'est avec eux que tu vas trouver les réponses et que tu vas à tes questions fondamentales, personnelles, etc. Donc un système religieux où il enseigne, non, parce que là du coup t'as plus besoin de la religion. Donc les religions ont souvent chassé le chamanisme pour chasser cette pratique, pour que les gens reviennent dans le temple, dans l'église, quelle que soit la religion, c'est pas une religion particulière, ils ont tous fait pareil, hein, de tous les continents, toutes les religions ont fait pareil. Pour empêcher les êtres humains, hommes et femmes, d'être autonomes. Et les mouvements politiques ont fait pareil. Donc cette autonomie dérange, et c'est pour ça que je trouve que cette autonomie et le chamanisme, c'est complètement d'actualité aujourd'hui. À la seule différence que les pratiques dont on parlait avec des substances, j'ai l'impression, en tout cas je trouve personnellement,
qu'elle pousse à moins d'autonomie. Dans le sens où il y a de plus en plus de personnes qui vont au Mexique, au Pérou, pour expérimenter. Mais après, elles rentrent chez elles et du coup, il y a pas de pratique. Oui. Donc en fait, ça crée plus un lien de dépendance, non pas à la substance, mais à l'expérience, qui ne va pas pousser à l'autonomie en fait. Oui, mais ça c'est aussi la dérive de notre société occidentale. On fait une sorte de tableau de chasse. Alors on va dire iboga, on va faire ayahuasca, on va faire le champignon, et puis on va faire et puis voilà, on fait un tableau de chasse, mais on approfondit en rien. On zappe, et du coup on approfondit en rien. Ce qui est dommage, mais il n'y a pas que dans le chamanisme, hein, dans les arts martiaux, dans d'autres domaines c'est pareil. Et c'est aussi tous ces médias qui nous sollicitent beaucoup. Moi je pense souvent cet exemple, il y a un gars que j'ai connu à Java, un maître d'arts martiaux, et j'étais là-bas, et on me dit, ah ouais, c'est un grand spécialiste, et tout. Donc lui, le spécialiste, c'était un spécialiste du couteau. Donc il était très bon dans l'art martial, au maniement du couteau. Moi je suis là pour apprendre, je vais le voir. Je vais voir dans un petit quartier, dans un coin où j'ai jamais vu, j'y suis allé, je sais pas, pendant 15 ans, j'ai jamais vu un blanc là-bas, vraiment, il y a vraiment que des javanais. Je vais le voir, et donc, il me parle un peu de sa pratique, et il me regarde, mais c'est tout con ce qu'il me dit, hein, il me dit, ça fait 25 ans que je pratique ce style. Donc, quand je prends un couteau, parce qu'il sort de moi, ben, c'est le style, hein. 25 ans sur une pratique. Qui, aujourd'hui, dans le chamanisme, les arts martiaux ou autre chose, va vraiment pratiquer tous les jours, pendant 25 ans, la même chose. C'est rare aujourd'hui. Et donc, du coup, ça fait ses dérives. Oui, on s'impatiente. Ouais, et on veut passer à la suite, au suivant. Et les résultats surtout sur les substances, même si c'est pas du tout mon domaine. Et il est intéressant aussi d'avoir une observation historique. Je reviens sur l'Amazonie, quand même, ils ont des milliards de plantes, hein, c'est quand même magnifique, c'est très très beau. Et c'est des plantes maîtresses, enfin, je critique pas la plante, hein, je suis très très dur par rapport à la démarche dont tu parles, mais la plante et la tradition, elle est très belle. Ce qui est intéressant de se poser comme question, c'est quand est-ce que ça a commencé à poser un problème? Parce que les Indiens, traditionnellement, ils ont utilisé ces plantes depuis des milliers d'années. Ça n'a jamais posé de problème. Donc, on voulait rencontrer un esprit pour aller à la chasse, pour le guérir, voilà, ça se pratiquait. Alors, ça commence à poser un problème avec les conquistadors. Eh oui. Donc, les conquistadors qui sont venus avec quoi? Avec l'Église. Et donc, les religieux ont vu que les Indiens, ben, comme je disais, ils pouvaient se connecter eux-mêmes en autonomie avec le monde des esprits et avoir leur propre réponse. Et donc, les religieux, à cette époque-là, ils disent non, interdit. Ça, c'est le mal. C'est diabolique. Vous allez venir dans la Maison Blanche et nous, on va vous parler de Dieu. Et c'est de là, c'est à partir de là que ça commence à poser des problèmes. C'est fou. Ouais. Oui, c'est sûr. C'est sûr qu'après, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a quand même une ouverture des consciences sur ça. Toi, comment tu le vis? Ou tu le vois? Sur les substances? Oui, et d'une manière générale, je dirais sur notre autonomie, notre manière de mieux gérer notre vie au quotidien. Oui, c'est vrai que t'as une ouverture de conscience, c'est vrai, et c'est pour ça que, comme je disais, que je trouve que le chamanisme a vraiment sa place aujourd'hui. C'est pas un truc des grottes préhistoriques, même si c'était déjà là, mais cette autonomie aujourd'hui, on voit qu'on est en recherche d'autonomie dans l'habitat, dans la société, dans la vie professionnelle, enfin, on est en recherche d'autonomie, on voit qu'on va de plus en plus vers ça, mais une autonomie intelligente, quoi. Pas une autonomie où je me coupe du monde, mais où je peux interagir en étant autonome souverain, je dirais. Voilà. Oui, souverain. Et donc le chamanisme est merveilleux pour ça. Il n'y a pas de dépendance. Enfin, en tout cas, pas avec moi. Je confirme. Merci beaucoup, Gorka. Merci, Alex. Très bon moment. Nos chemins de conscience, donc, sur YouTube, mais aussi sur Spotify, Deezer et tous les podcasts. Et bon chemin. Merci beaucoup. Toi aussi. Merci. Et merci à vous.